Chapitre 22 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 22. Le ballet de la Merlaison. Le lendemain, il n'était bruit dans tout Paris que du bal que messieurs les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine, et dans lequel leur majesté devait danser le fameux ballet de la Merlaison, qui était le ballet favori du roi. Depuis 8 jours, on préparait, en effet, toutes choses à l'hôtel de ville pour cette solennelle soirée. Le menuisier de la ville avait dressé des échafauds sur lesquels devaient se tenir les dames invitées. L'épicier de la ville avait garni les salles de 200 flambeaux de cire blanche, ce qui était un luxe inouï pour cette époque. Enfin, 20 violons avaient été prévenus, et le prix qu'on leur accordait avait été fixé au double du prix ordinaire, attendu, dit ce rapport, qu'ils devaient sonner toute la nuit. À 10 heures du matin, le sieur de Lacoste, enseigne des gardes du roi, suivi de 2 exempts et de plusieurs archers du corps, vint demander au greffier de la ville, nommé Clément, toutes les clefs des portes, des chambres et des bureaux de l'hôtel. Ces clefs lui furent remises à l'instant même. Chacune d'elles portait un billet qui devait servir à la faire reconnaître, et à partir de ce moment, le sieur de Lacoste fut chargé de la garde de toutes les portes et de toutes les avenues. À 11 heures, vint à son tour Duhallier, capitaine des gardes, amenant avec lui 50 archers qui se répartirent aussitôt dans l'hôtel de ville, aux portes qui leur avaient été assignées. À 3 heures arrivèrent 2 compagnies de garde, l'une française, l'autre suisse. La compagnie des gardes françaises était composée moitié des hommes de M. Duhallier, moitié des hommes de M. des Essarts. À 6 heures du soir, les invités commencèrent à entrer. À mesure qu'ils entraient, ils étaient placés dans la grande salle, sur les échafauds préparés. À 9 heures arriva madame la première présidente. Comme c'était, après la reine, la personne la plus considérable de la fête, elle fut reçue par messieurs de la ville et placée dans la loge en face de celle que devait occuper la reine. À 10 heures, on dressait la collation des confitures pour le roi, dans la petite salle du côté de l'église Saint-Jean, et cela en face du buffet d'argent de la ville, qui était gardé par 4 archers. À minuit, on entendit de grands cris et de nombreuses acclamations. C'était le roi qui s'avançait à travers les rues qui conduisent du Louvre à l'hôtel de ville, et qui étaient toutes illuminées avec des lanternes de couleur. Aussitôt, messieurs les échevins, vêtus de leurs robes de drap et précédés de 6 sergents, tenant chacun un flambeau à la main, allèrent au-devant du roi, qu'ils rencontrèrent sur les degrés, où le prévôt des marchands lui fit un compliment sur sa bienvenue, compliment auquel sa majesté répondit en s'excusant d'être venu si tard, mais en rejetant la faute sur monsieur le cardinal, qui l'avait retenu jusqu'à 11 heures pour parler des affaires de l'État. Sa majesté, en habit de cérémonie, était accompagnée de son Altesse royale monsieur, du comte de Soissons, du grand prieur, du duc de Longueville, du duc d'Elbeuf, du comte d'Harcourt, du comte de la Roche-Guyon, de M. de Liancourt, de M. de Baradas, du comte de Cramel et du chevalier de Souveret. Chacun remarqua que le roi avait l'air triste et préoccupé. Un cabinet avait été préparé pour le roi et un autre pour monsieur. Dans chacun de ces cabinets étaient déposés des habits de masque. Autant avait été fait pour la reine et pour madame la présidente. Les seigneurs et les dames de la suite de leur majesté devaient s'habiller 2 par 2 dans des chambres préparées à cet effet. Avant d'entrer dans le cabinet, le roi recommanda qu'on le vînt prévenir aussitôt que paraîtrait le cardinal. Une demi-heure après l'entrée du roi, de nouvelles acclamations retentirent. Celles-là annonçaient l'arrivée de la reine. Les échevins firent ainsi qu'ils avaient fait déjà, et précédés des sergents, ils s'avancèrent au-devant de leur illustre convive.
La reine entra dans la salle. On remarqua que, comme le roi, elle avait l'air triste et surtout fatiguée. Au moment où elle entrait, le rideau d'une petite tribune, qui jusque-là était resté fermé, s'ouvrit, et l'on vit apparaître la tête pâle du cardinal, vêtu en cavalier espagnol. Ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine, et un sourire de joie terrible passa sur ses lèvres. La reine n'avait pas ses ferrets de diamants. La reine resta quelque temps à recevoir les compliments de messieurs de la ville et à répondre aux saluts des dames. Tout à coup, le roi apparut avec le cardinal à l'une des portes de la salle. Le cardinal lui parlait tout bas, et le roi était très pâle. Le roi fendit la foule, et sans masque, les rubans de son pourpoint à peine noués, il s'approcha de la reine, et d'une voix altérée: Madame, lui dit-il, pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous point vos ferrets de diamants, quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir? La reine étendit son regard autour d'elle, et vit derrière le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique. Sire, répondit la reine d'une voix altérée, parce qu'au milieu de cette grande foule, j'ai craint qu'il ne leur arrivât malheur. Et vous avez eu tort, madame. Si je vous ai fait ce cadeau, c'était pour que vous vous en pariez. Je vous dis que vous avez eu tort. Et la voix du roi était tremblante de colère. Chacun regardait et écoutait avec étonnement, ne comprenant rien à ce qui se passait. Sire, dit la reine, je puis les envoyer chercher au Louvre, où ils sont, et ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis. Faites, madame, faites, et cela au plus tôt, car dans une heure le ballet va commencer. La reine salua, en signe de soumission, et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet. De son côté, le roi regagna le sien. Il y eut dans la salle un moment de trouble et de confusion. Tout avait pu remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine, mais tous deux avaient parlé si bas que chacun, par respect, s'était éloigné de quelques pas. Personne n'avait rien entendu. Les violons sonnaient de toute leur force, mais on ne les écoutait pas. Le roi sortit le premier de son cabinet. Il était en costume de chasse des plus élégants, et monsieur et les autres seigneurs étaient habillés comme lui. C'était le costume que le roi portait le mieux, et vêtu ainsi, il semblait véritablement le premier gentilhomme de son royaume. Le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte. Le roi l'ouvrit et y trouva 2 ferrets de diamants. Que veut dire tout cela? Demanda-t-il au cardinal. Rien, répondit celui-ci. Seulement, si la reine a les ferrets, ce dont je doute, comptez-les, sire, et si vous n'en trouvez que 10, demandez à sa majesté qui peut lui avoir dérobé les 2 ferrets que voici. Le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger, mais il n'eut le temps de lui adresser aucune parole. Un cri d'admiration sortit de toutes les bouches. Si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume, la reine était à coup sûr la plus belle femme de France. Il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille. Elle avait un chapeau de feutre avec des plumes bleues, un surtout en velours gris-perle rattaché avec des agrafes de diamants, et une jupe de satin bleu toute brodée d'argent. Sur son épaule gauche étincelaient les ferrets soutenus par un nœud de même couleur que les plumes et la jupe. Le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère. Cependant, distant comme il l'était de la reine, il ne pouvait compter les ferrets. La reine les avait. Seulement, en avait-elle 10 ou en avait-elle 12? En ce moment, les violons sonnèrent le signal du ballet. Le roi s'avança vers madame la présidente, avec laquelle il devait danser, et son altesse monsieur avec la reine. On se mit en place, et le ballet commença. Le roi figurait en face de la reine, et à chaque fois qu'il passait près d'elle, il dévorait du regard ses ferrets, dont il ne pouvait savoir le compte.
une sueur froide couvrait le front du cardinal. Le ballet dura 1 heure. Il avait 16 entrées. Le ballet fini, au milieu des applaudissements de toute la salle, chacun reconduisit sa dame à sa place, mais le roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait pour s'avancer vivement vers la reine. Je vous remercie, madame, lui dit-il, de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs, mais je crois qu'il vous manque 2 ferrets, et je vous les rapporte. À ces mots, il tendit à la reine les 2 ferrets que lui avait remis le cardinal. Comment, sire? S'écria la reine, jouant la surprise. Vous m'en donnez encore 2 autres? Mais alors, cela m'en fera donc 14? En effet, le roi compta, et les 12 ferrets se trouvèrent sur l'épaule de sa majesté. Le roi appela le cardinal. Eh bien, que signifie cela, monsieur le cardinal? Demanda le roi d'un ton sévère. Cela signifie, sire, répondit le cardinal, que je désirais faire accepter ces 2 ferrets à sa majesté, et que n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen. Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence, répondit Anne d'Autriche, avec un sourire qui prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie, que je suis certaine que ces 2 ferrets vous coûtent aussi cher à eux seuls que les 12 autres ont coûté à sa majesté. Puis, ayant salué le roi et le cardinal, la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle devait se dévêtir. L'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre aux personnages illustres que nous y avons introduits nous a écarté un instant de celui à qui Anne d'Autriche devait le triomphe inouï qu'elle venait de remporter sur le cardinal, et qui, confondu, ignoré, perdu dans la foule entassée à l'une des portes, regardait de là cette scène compréhensible seulement pour 4 personnes: le roi, la reine, son éminence et lui. La reine venait de regagner sa chambre, et d'Artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule. Il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup de velours noir, mais malgré cette précaution, qui au reste était bien plutôt prise pour les autres que pour lui, il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Madame Bonacieux. La veille, il s'était vu à peine chez le Suisse Germain, où d'Artagnan l'avait fait demander. La hâte qu'avait la jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les 2 amants échangèrent à peine quelques paroles. D'Artagnan suivit donc Madame Bonacieux, mu par un double sentiment, l'amour et la curiosité. Pendant toute la route, et à mesure que les corridors devenaient plus déserts, d'Artagnan voulait arrêter la jeune femme, la saisir, la contempler, ne fût-ce qu'un instant. Mais vive comme un oiseau, elle glissait toujours entre ses mains, et lorsqu'il voulait parler, son doigt ramené sur sa bouche avec un petit geste impératif plein de charme, lui rappelait qu'il était sous l'empire d'une puissance à laquelle il devait aveuglément obéir, et qui lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte. Enfin, après 1 minute ou 2 de tours et de détours, Madame Bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur. Là, elle lui fit un nouveau signe de mutisme, et ouvrant une seconde porte cachée par une tapisserie dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière, elle disparut. D'Artagnan demeura un instant immobile, et se demandant où il était. Mais bientôt, un rayon de lumière qui pénétrait par cette chambre, l'air chaud et parfumé qui arrivait jusqu'à lui, la conversation de 2 ou 3 femmes, au langage à la fois respectueux et élégant, le mot de majesté plusieurs fois répété, lui indiquèrent clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine. Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit. La reine paraissait gaie et heureuse, ce qui semblait fort étonner les personnes qui l'entouraient, et qui avaient au contraire
l'habitude de la voir presque toujours soucieuse. La reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté de la fête, sur le plaisir que lui avait fait éprouver le ballet, et comme il n'est pas permis de contredire une reine, qu'elle sourie ou qu'elle pleure, chacun renchérissait sur la galanterie de messieurs les échevins de la ville de Paris. Quoique d'Artagnan ne connût point la reine, il distingua bientôt sa voix des autres voix, d'abord à un léger accent étranger, puis à ce sentiment de domination naturellement emprunt dans toutes les paroles souveraines. Il l'entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte, et deux ou trois fois il vit même l'ombre d'un corps intercepter la lumière. Enfin, tout à coup, une main et un bras adorables de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie. D'Artagnan comprit que c'était là sa récompense. Il se jeta à genoux, saisit cette main et y appuya respectueusement ses lèvres. Puis cette main se retira, laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague. Aussitôt, la porte se referma, et d'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité. D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau. Il était évident que tout n'était pas fini encore. Après la récompense de son dévouement, venait la récompense de son amour. D'ailleurs, le ballet était dansé, mais la soirée était à peine commencée. On soupait à 3 heures, et l'horloge Saint-Jean, depuis quelque temps déjà, avait sonné 2 heures 3/4. En effet, peu à peu, le bruit des voix diminua dans la chambre voisine, puis on l'entendit s'éloigner, puis la porte du cabinet où était d'Artagnan se rouvrit, et mme Bonacieux s'y élança. Vous, enfin s'écria d'Artagnan. Silence, dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme. Silence, et allez-vous-en par où vous êtes venu. Mais où et quand vous reverrai-je s'écria d'Artagnan. Un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira. Partez, partez. Et à ces mots, elle ouvrit la porte du corridor et poussa d'Artagnan hors du cabinet. D'Artagnan obéit comme un enfant, sans résistance et sans objection aucune, ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux. Fin du chapitre 22. Chapitre 23 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 23. Le rendez-vous. D'Artagnan revint chez lui tout courant, et quoiqu'il fût plus de 3 heures du matin, et qu'il eût les plus méchants quartiers de Paris à traverser, il ne fit aucune mauvaise rencontre. On sait qu'il y a un Dieu pour les ivrognes et les amoureux. Il trouva la porte de son allée entr'ouverte, monta son escalier et frappa doucement et d'une façon convenue entre lui et son laquais. Planchet, qu'il avait renvoyé 2 heures auparavant de l'hôtel de ville en lui recommandant de l'attendre, vint lui ouvrir la porte. Quelqu'un a-t-il apporté une lettre pour moi demanda vivement d'Artagnan. Personne n'a apporté de lettre, monsieur, répondit Planchet, mais il y en a une qui est venue toute seule. Que veux-tu dire, imbécile? Je veux dire qu'en rentrant, quoique j'eusse la clef de votre appartement dans ma poche et que cette clef ne m'eût point quitté, j'ai trouvé une lettre sur le tapis vert de la table, dans votre chambre à coucher. Et où est cette lettre? Je l'ai laissée où elle était, monsieur. Il n'est pas naturel que les lettres entrent ainsi chez les gens. Si la fenêtre était ouverte encore, ou seulement entrebâillée, je ne dis pas. Mais non, tout était hermétiquement fermé. Monsieur, prenez garde, car il y a très certainement quelque magie là-dessous. Pendant ce temps, le jeune homme s'élançait dans la chambre et ouvrait la lettre. Elle était de Mme Bonacieux et conçue en ces termes. On a de vifs remerciements à vous faire et à vous transmettre. Trouvez-vous ce soir
vers les 10 heures à Saint-Claude, en face du pavillon qui s'élève à l'angle de la maison de M. d'Estrées. C.B. En lisant cette lettre, D'Artagnan sentait son cœur se dilater et s'étreindre de ce doux spasme qui torture et caresse le cœur des amants. C'était le premier billet qu'il recevait, c'était le premier rendez-vous qui lui était accordé. Son cœur, gonflé par l'ivresse de la joie, se sentait prêt à défaillir sur le seuil de ce paradis terrestre qu'on appelait l'amour. Eh bien, monsieur, dit Planchet, qui avait vu son maître rougir et pâlir successivement, eh bien, n'est-ce pas que j'avais deviné juste et que c'est quelque méchante affaire? Tu te trompes, Planchet, répondit d'Artagnan, et la preuve, c'est que voici un écu pour que tu boives à ma santé. Je remercie monsieur de l'écu qu'il me donne, et je lui promets de suivre exactement ses instructions. Mais il n'en est pas moins vrai que les lettres qui entrent ainsi dans les maisons fermées tombent du ciel, mon ami, tombent du ciel. Alors monsieur est content? Demanda Planchet. Mon cher Planchet, je suis le plus heureux des hommes. Et je puis profiter du bonheur de monsieur pour aller me coucher? Oui, va. Que toutes les bénédictions du ciel tombent sur monsieur. Mais il n'en est pas moins vrai que cette lettre. Et Planchet se retira en secouant la tête avec un air de doute que n'était point parvenu à effacer entièrement la libéralité de D'Artagnan. Resté seul, D'Artagnan lut et relut son billet, puis il baisa et rebaisa 20 fois ces lignes tracées par la main de sa belle maîtresse. Enfin, il se coucha, s'endormit et fit des rêves d'or. À 7 heures du matin, il se leva et appela Planchet, qui, au second appel, ouvrit la porte, le visage encore mal nettoyé des inquiétudes de la veille. Planchet, lui dit d'Artagnan, je sors pour toute la journée, peut-être. Tu es donc libre jusqu'à 7 heures du soir. Mais à 7 heures du soir, tiens-toi prêt avec 2 chevaux. Allons, dit Planchet, il paraît que nous allons encore nous faire traverser la peau en plusieurs endroits. Tu prendras ton mousqueton et tes pistolets. Eh bien, que disais-je? S'écria Planchet. Là j'en étais sûr, maudite lettre. Mais rassure-toi donc, imbécile, il s'agit tout simplement d'une partie de plaisir. Oh, comme les voyages d'agrément de l'autre jour, où pleuvaient des balles et où il poussait des chausses-trappes. Au reste, si vous avez peur, monsieur Planchet, reprit d'Artagnan, j'irai sans vous. J'aime mieux voyager seul que d'avoir un compagnon qui tremble. Monsieur me fait injure, dit Planchet. Il me semblait cependant qu'il m'avait vu à l'œuvre. Oui, mais j'ai cru que tu avais usé tout ton courage d'une seule fois. Monsieur verra que dans l'occasion il m'en reste encore. Seulement, je prie monsieur de ne pas trop le prodiguer, s'il veut qu'il m'en reste longtemps. Crois-tu en avoir encore une certaine somme à dépenser ce soir? Je l'espère. Eh bien, je compte sur toi. À l'heure dite, je serai prêt. Seulement je croyais que monsieur n'avait qu'un cheval à l'écurie des gardes. Peut-être n'y en a-t-il qu'un encore dans ce moment-ci. Mais ce soir, il y en aura 4. Il paraît que notre voyage était un voyage de remonte. Justement, dit d'Artagnan. Et ayant fait à Planchet un dernier geste de recommandation, il sortit. M. Bonacieux était sur sa porte. L'intention de d'Artagnan était de passer outre, sans parler au digne mercier. Mais celui-ci fit un salut si doux et si bénin que force fut à son locataire non seulement de le lui rendre, mais encore de lier conversation avec lui. Comment d'ailleurs ne pas avoir un peu de condescendance pour un mari dont la femme vous a donné un rendez-vous le soir même à Saint-Cloud, en face du pavillon de M. d'Estrées? D'Artagnan s'approcha de l'air le plus aimable qu'il put prendre. La conversation tomba tout naturellement sur l'incarcération du pauvre homme. M. Bonacieux, qui ignorait que d'Artagnan eût entendu sa conversation avec l'inconnu de Meung, raconta à son jeune locataire les persécutions de ce monstre de M. Laffemas, qu'il ne cessa de qualifier, pendant tout son récit,
du titre de bourreau du cardinal, et s'étendit longuement sur la Bastille, les verrous, les guichets, les soupiraux, les grilles et les instruments de torture. D'Artagnan l'écouta avec une complaisance exemplaire. Puis, lorsqu'il eut fini, et madame Bonacieux, dit-il enfin, savez-vous qui l'avait enlevé? Car je n'oublie pas que c'est à cette circonstance fâcheuse que je dois le bonheur d'avoir fait votre connaissance. Ah, dit M. Bonacieux, ils se sont bien gardés de me le dire, et ma femme de son côté m'a juré ses grands dieux qu'elle ne le savait pas. Mais vous-même, continua M. Bonacieux, d'un ton de bonhomie parfaite, qu'êtes-vous devenu tous ces jours passés? Je ne vous ai vu, ni vous, ni vos amis, et ce n'est pas sur le pavé de Paris, je pense, que vous avez ramassé toute la poussière que Planchet époussetait hier sur vos bottes. Vous avez raison, mon cher monsieur Bonacieux. Mes amis et moi, nous avons fait un petit voyage. Loin d'ici? Oh, mon Dieu, non, à une quarantaine de lieues seulement. Nous avons été conduire monsieur Athos aux eaux de Forges, où mes amis sont restés. Et vous êtes revenu, vous, n'est-ce pas? Reprit M. Bonacieux, en donnant à sa physionomie son air le plus malin. Un beau garçon comme vous n'obtient pas de longs congés de sa maîtresse. Et nous étions impatiemment attendus à Paris, n'est-ce pas? Ma foi, dit en riant le jeune homme, je vous l'avoue, d'autant mieux, mon cher monsieur Bonacieux, que je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Oui, j'étais attendu, et bien impatiemment, je vous en réponds. Un léger nuage passa sur le front de Bonacieux, mais si léger que D'Artagnan ne s'en aperçut pas. Et nous allons être récompensés de notre diligence, continua le mercier, avec une légère altération dans la voix. Altération que D'Artagnan ne remarqua pas plus qu'il n'avait fait du nuage momentané qui, un instant auparavant, avait assombri la figure du digne homme. Ah, faites donc le bon apôtre, dit en riant D'Artagnan. Non, ce que je vous en dis, reprit Bonacieux, c'est seulement pour savoir si nous rentrons tard. Pourquoi cette question, mon cher hôte? Demanda D'Artagnan. Est-ce que vous comptez m'attendre? Non, c'est que depuis mon arrestation et le vol qui a été commis chez moi, je m'effraie chaque fois que j'entends ouvrir une porte, et surtout la nuit. Dame, que voulez-vous? Je ne suis point homme d'épée, moi. Eh bien, ne vous effrayez pas si je rentre à 1 heure, à 2 ou 3 heures du matin. Si je ne rentre pas du tout, ne vous effrayez pas encore. Cette fois, Bonacieux devint si pâle que D'Artagnan ne put faire autrement que de s'en apercevoir, et lui demanda ce qu'il avait. Rien, répondit Bonacieux, rien. Depuis mes malheurs seulement, je suis sujet à des faiblesses qui me prennent tout à coup, et je viens de me sentir passer un frisson. Ne faites pas attention à cela, vous qui n'avez à vous occuper que d'être heureux. Alors j'ai de l'occupation, car je le suis. Pas encore, attendez donc. Vous avez dit à ce soir. Eh bien, ce soir arrivera, Dieu merci, et peut-être l'attendrez-vous avec autant d'impatience que moi. Peut-être ce soir, Madame Bonacieux visitera-t-elle le domicile conjugal. Madame Bonacieux n'est pas libre ce soir, répondit gravement le mari. Elle est retenue au Louvre par son service. Tant pis pour vous, mon cher hôte, tant pis. Quand je suis heureux, moi, je voudrais que tout le monde le fût. Mais il paraît que ce n'est pas possible. Et le jeune homme s'éloigna en riant aux éclats de la plaisanterie que lui seul, pensait-il, pouvait comprendre. Amusez-vous bien, répondit Bonacieux d'un air sépulcral. Mais D'Artagnan était déjà trop loin pour l'entendre, et l'eût-il entendu, dans la disposition d'esprit où il était, il ne l'eût certes pas remarqué. Il se dirigea vers l'hôtel de M. de Tréville. Sa visite de la veille avait été, on se le rappelle, très courte et peu explicative. Il trouva M. de Tréville dans la joie de son âme. Le roi et la reine avaient été charmants pour lui au bal. Il est vrai que le cardinal avait été parfaitement maussade. À 1 heure du matin, il s'était retiré sous prétexte qu'il était indisposé. Quant à leur majesté,
elle n'était rentrée au Louvre qu'à 6 heures du matin. Maintenant, dit M. de Tréville, en baissant la voix et en interrogeant du regard tous les angles de l'appartement pour voir s'ils étaient bien seuls. Maintenant, parlons de vous, mon jeune ami, car il est évident que votre heureux retour est pour quelque chose dans la joie du roi, dans le triomphe de la reine et dans l'humiliation de son éminence. Il s'agit de bien vous tenir. Qu'ai-je à craindre, répondit d'Artagnan, tant que j'aurai le bonheur de jouir de la faveur de leur majesté? Tout, croyez-moi. Le cardinal n'est point homme à oublier une mystification tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec le mystificateur, et le mystificateur m'a bien l'air d'être certain Gascon de ma connaissance. Croyez-vous que le cardinal soit aussi avancé que vous et sache que c'est moi qui ai été à Londres? Diable, vous avez été à Londres? Est-ce de Londres que vous avez rapporté ce beau diamant qui brille à votre doigt? Prenez garde, mon cher D'Artagnan, ce n'est pas une bonne chose que le présent d'un ennemi. N'y a-t-il pas là-dessus certains vers latins? Attendez donc. Oui, sans doute, reprit D'Artagnan, qui n'avait jamais pu se fourrer la première règle du rudiment dans la tête, et qui, par ignorance, avait fait le désespoir de son précepteur. Oui, sans doute, il doit y en avoir un. Il y en a un certainement, dit M. de Tréville, qui avait une teinte de lettres, et M. de Benserade me le citait l'autre jour. Attendez donc. Ah, m'y voici. Timeo Danaos et dona ferentes, ce qui veut dire défiez-vous de l'ennemi qui vous fait des présents. Ce diamant ne vient pas d'un ennemi, monsieur, reprit D'Artagnan. Il vient de la reine. De la reine? Oh, oh, dit M. de Tréville. Effectivement, c'est un véritable bijou royal, qui vaut 1000 pistoles comme un denier. Par qui la reine vous a-t-elle fait remettre ce cadeau? Elle me l'a remis elle-même. Où cela? Dans le cabinet attenant à la chambre où elle a changé de toilette. Comment? En me donnant sa main à baiser. Vous avez baisé la main de la reine? S'écria M. de Tréville en regardant D'Artagnan. Sa Majesté m'a fait l'honneur de m'accorder cette grâce. Et cela en présence de témoins? Imprudente, 3 fois imprudente. Non, monsieur, rassurez-vous, personne ne l'a vu, reprit D'Artagnan. Et il raconta à M. de Tréville comment les choses s'étaient passées. Ah, les femmes, s'écria le vieux soldat. Je les reconnais bien à leur imagination romanesque. Tout ce qui sent le mystérieux les charme. Ainsi, vous avez vu le bras, voilà tout. Vous rencontreriez la reine, que vous ne la reconnaîtriez pas. Elle vous rencontrerait, qu'elle ne saurait pas qui vous êtes. Non, mais grâce à ce diamant, reprit le jeune homme. Écoutez, dit M. de Tréville, voulez-vous que je vous donne un conseil, un bon conseil, un conseil d'ami? Vous me ferez honneur, monsieur, dit D'Artagnan. Eh bien, allez chez le premier orfèvre venu, et vendez-lui ce diamant pour le prix qu'il vous en donnera. Si juif qu'il soit, vous en trouverez toujours bien 800 pistoles. Les pistoles n'ont pas de nom, jeune homme, et cette bague en a un terrible, et qui peut trahir celui qui la porte. Vendre cette bague, une bague qui vient de ma souveraine, jamais, dit D'Artagnan. Alors tournez-en le chaton en dedans, pauvre fou, car on sait qu'un cadet de Gascogne ne trouve pas de pareils bijoux dans l'écrin de sa mère. Vous croyez donc que j'ai quelque chose à craindre? Demanda D'Artagnan. C'est-à-dire, jeune homme, que celui qui s'endort sur une mine dont la mèche est allumée doit se regarder comme en sûreté en comparaison de vous. Diable, dit D'Artagnan, que le ton d'assurance de M. de Tréville commençait à inquiéter. Diable, que faut-il faire? Vous tenir sur vos gardes toujours, et avant toute chose. Le cardinal a la mémoire tenace et la main longue. Croyez-moi, il vous jouera quelque tour. Mais lequel? Et le sais-je, moi? Est-ce qu'il n'a pas à son service toutes les ruses du démon? Le moins qui puisse vous arriver est qu'on vous arrête. Comment? On oserait arrêter un homme au service de sa majesté?
Pardieu, on s'est bien gêné pour Athos. En tout cas, jeune homme, croyez-en un homme qui est depuis 30 ans à la cour. Ne vous endormez pas dans votre sécurité, ou vous êtes perdu. Bien au contraire, et c'est moi qui vous le dis, voyez des ennemis partout. Si l'on vous cherche querelle, évitez-la, fût-ce un enfant de 10 ans qui vous la cherche. Si l'on vous attaque de nuit ou de jour, battez en retraite et sans honte. Si vous traversez un pont, tâtez les planches, de peur qu'une planche ne vous manque sous le pied. Si vous passez devant une maison qu'on bâtit, regardez en l'air de peur qu'une pierre ne vous tombe sur la tête. Si vous rentrez tard, faites-vous suivre par votre laquais, et que votre laquais soit armé, si toutefois vous êtes sûr de votre laquais. Défiez-vous de tout le monde, de votre ami, de votre frère, de votre maîtresse surtout. D'Artagnan rougit. De ma maîtresse, répéta-t-il machinalement. Et pourquoi plutôt d'elle que d'un autre? C'est que la maîtresse est un des moyens favoris du cardinal. Il n'en a pas de plus expéditif. Une femme vous vend pour 10 pistoles, témoin Dalila. Vous savez les écritures, hein? D'Artagnan pensa au rendez-vous que lui avait donné Mme Bonacieux pour le soir même. Mais nous venons de dire, à la louange de notre héros, que la mauvaise opinion que M. de Tréville avait des femmes en général ne lui inspira pas le moindre petit soupçon contre sa jolie hôtesse. Mais à propos, reprit M. de Tréville, que sont devenus vos 3 compagnons? J'allais vous demander si vous n'en aviez pas appris quelque nouvelle. Aucune, monsieur. Eh bien, je les ai laissés sur ma route. Porthos à Chantilly, avec un duel sur les bras. Aramis à Crèvecoeur, avec une balle dans l'épaule, et Athos à Amiens, avec une accusation de faux-monnayeur sur le corps. Voyez-vous, dit M. de Tréville, et comment vous êtes-vous échappé, vous? Par miracle, monsieur, je dois le dire, avec un coup d'épée dans la poitrine, et en clouant M. le comte de Wardes sur le revers de la route de Calais, comme un papillon à une tapisserie. Voyez-vous encore, de Wardes, un homme au cardinal, un cousin de Rochefort. Tenez, mon cher ami, il me vient une idée. Dites, monsieur. À votre place, je ferais une chose. Laquelle? Tandis que son éminence me ferait chercher à Paris, je reprendrais, moi, sans tambour ni trompette, la route de Picardie, et m'en irais savoir des nouvelles de mes 3 compagnons. Que diable, ils méritent bien cette petite attention de votre part. Le conseil est bon, monsieur, et demain je partirai. Demain? Et pourquoi pas ce soir? Ce soir, monsieur, je suis retenu à Paris pour une affaire indispensable. Ah, jeune homme, quelque amourette? Prenez garde, je vous le répète, c'est la femme qui nous a perdus, tous tant que nous sommes, et qui nous perdra encore, tous tant que nous sommes. Croyez-moi, partez ce soir. Impossible, monsieur. Vous avez donc donné votre parole? Oui, monsieur. Alors c'est autre chose. Mais promettez-moi que si vous n'êtes pas tué cette nuit, vous partirez demain. Je vous le promets. Avez-vous besoin d'argent? J'ai encore 50 pistoles. C'est autant qu'il m'en faut, je le pense. Mais vos compagnons? Je pense qu'ils ne doivent pas en manquer. Nous sommes sortis de Paris, chacun avec 75 pistoles dans nos poches. Vous reverrai-je avant votre départ? Non pas que je pense, monsieur, à moins qu'il n'y ait du nouveau. Allons, bon voyage. Merci, monsieur. Et d'Artagnan prit congé de M. de Tréville, touché plus que jamais de sa sollicitude toute paternelle pour ses mousquetaires. Il passa successivement chez Athos, chez Porthos et chez Aramis. Aucun d'eux n'était rentré. Leur laquais aussi était absent, et l'on n'avait des nouvelles ni des uns ni des autres. Ils se seraient bien informés d'eux à leur maîtresse, mais ils ne connaissaient ni celle de Porthos, ni celle d'Aramis. Quant à Athos, il n'en avait pas. En passant devant l'hôtel des gardes, il jeta un coup d'œil dans l'écurie. 3 chevaux étaient déjà rentrés sur 4. Planchet, tout ébahi, était en train de les étriller,
et avait déjà fini avec 2 d'entre eux. Ah, monsieur, dit Planchet, en apercevant d'Artagnan, que je suis bien aise de vous voir. Et pourquoi cela, Planchet demanda le jeune homme. Auriez-vous confiance en monsieur Bonacieux, notre hôte? Moi? Pas le moins du monde. Oh, que vous faites bien, monsieur. Mais d'où vient cette question? De ce que, tandis que vous causiez avec lui, je vous observais sans vous écouter, monsieur. Sa figure a changé 2 ou 3 fois de couleur. Bah, monsieur n'a pas remarqué cela, préoccupé qu'il était de la lettre qu'il venait de recevoir. Mais moi, au contraire, que l'étrange façon dont cette lettre était parvenue à la maison avait mis sur mes gardes, je n'ai pas perdu un mouvement de sa physionomie. Et tu l'as trouvée? Traîtreuse, monsieur. Vraiment. De plus, aussitôt que monsieur l'a eu quitté et qu'il a disparu au coin de la rue, monsieur Bonacieux a pris son chapeau, a fermé sa porte et s'est mis à courir par la rue opposée. En effet, tu as raison, Planchet. Tout cela me paraît fort louche. Et sois tranquille, nous ne lui paierons pas notre loyer que la chose ne nous ait été catégoriquement expliquée. Monsieur plaisante, mais monsieur verra. Que veux-tu, Planchet? Ce qui doit arriver est écrit. Monsieur ne renonce donc pas à sa promenade de ce soir? Bien au contraire, Planchet. Plus j'en voudrais à monsieur Bonacieux, et plus j'irai au rendez-vous que m'a donné cette lettre qui t'inquiète tant. Alors si c'est la résolution de monsieur, inébranlable, mon ami. Ainsi donc, à 9 heures, tiens-toi prêt ici, à l'hôtel. Je viendrai te prendre. Planchet, voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de faire renoncer son maître à son projet, poussa un profond soupir et se mit à étriller le 3e cheval. Quant à D'Artagnan, comme c'était au fond un garçon plein de prudence, au lieu de rentrer chez lui, il s'en alla dîner chez ce prêtre gascon qui, au moment de la détresse des 4 amis, leur avait donné un déjeuner de chocolat. Chapitre 23. Chapitre 24 des 3 mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les 3 mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 24. Le pavillon. À 9 heures, D'Artagnan était à l'hôtel des gardes. Il trouva Planchet sous les armes. Le 4e cheval était arrivé. Planchet était armé de son mousqueton et d'un pistolet. D'Artagnan avait son épée et passa 2 pistolets à sa ceinture, puis tous deux enfourchèrent chacun un cheval et s'éloignèrent sans bruit. Il faisait nuit close, et personne ne les vit sortir. Planchet se mit à la suite de son maître et marcha par derrière à 10 pas. D'Artagnan traversa les quais, sortit par la porte de la conférence et suivit alors le chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui, qui mène à Saint-Cloud. Tant qu'on fut dans la ville, Planchet garda respectueusement la distance qu'il s'était imposée. Mais dès que le chemin commença à devenir plus désert et plus obscur, il se rapprocha tout doucement. Si bien que lorsqu'on entra dans le bois de Boulogne, il se trouva tout naturellement marcher côte à côte avec son maître. En effet, nous ne devons pas dissimuler que l'oscillation des grands arbres et le reflet de la lune dans les taillis sombres lui causaient une vive inquiétude. D'Artagnan s'aperçut qu'il se passait chez son laquais quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, monsieur Planchet, lui demanda-t-il, qu'avons-nous donc? Ne trouvez-vous pas, monsieur, que les bois sont comme les églises? Pourquoi cela, Planchet? Parce qu'on n'ose point parler haut dans ceux-ci comme dans celle-là. Pourquoi n'oses-tu parler haut, Planchet? Parce que tu as peur? Peur d'être entendu, oui, monsieur. Peur d'être entendu. Notre conversation est cependant morale, mon cher Planchet, et nul n'y trouverait à redire. Ah, monsieur, reprit Planchet en revenant à son idée mère, que ce monsieur Bonacieux
a quelque chose de sournois dans ses sourcils et de déplaisant dans le jeu de ses lèvres. Que diable te fait penser à Bonacieux? Monsieur, l'on ne pense à ce que l'on peut et non pas à ce que l'on veut. Parce que tu es un poltron, Planchet. Monsieur, ne confondons pas la prudence avec la poltronnerie. La prudence est une vertu. Et tu es vertueux, n'est-ce pas, Planchet? Monsieur, n'est-ce point le canon d'un mousquet qui brille là-bas, si nous baissions la tête? En vérité, murmura D'Artagnan, à qui les recommandations de M. de Tréville revenaient en mémoire. En vérité, cet animal finirait par me faire peur. Et il mit son cheval au trot. Planchet suivit le mouvement de son maître, exactement comme s'il eût été son ombre, et se retrouva trottant près de lui. Est-ce que nous allons marcher comme cela toute la nuit, monsieur? Demanda-t-il. Non, Planchet, car tu es arrivé, toi. Comment je suis arrivé? Et monsieur? Moi, je vais encore à quelques pas. Et monsieur me laisse seul ici? Tu as peur, Planchet? Non, mais je fais seulement observer à monsieur que la nuit sera très froide, que les fraîcheurs donnent des rhumatismes, et qu'un laquais qui a des rhumatismes est un triste serviteur, surtout pour un maître alerte comme monsieur. Mais bien, si tu as si froid, Planchet, tu entreras dans un de ces cabarets que tu vois là-bas, et tu m'attendras demain matin à 6 heures devant la porte. Monsieur, j'ai bu et mangé respectueusement l'écu que vous m'avez donné ce matin, de sorte qu'il ne me reste pas un traître sou dans le cas où j'aurais froid. Voici une demi-pistole. À demain. D'Artagnan descendit de son cheval, jeta la bride au bras de Planchet et s'éloigna rapidement en s'enveloppant dans son manteau. Dieu, que j'ai froid! S'écria Planchet dès qu'il eut perdu son maître de vue. Et pressé qu'il était de se réchauffer, il se hâta d'aller frapper à la porte d'une maison parée de tous les attributs d'un cabaret de banlieue. Cependant, D'Artagnan, qui s'était jeté dans un petit chemin de traverse, continua sa route et atteignit Saint-Cloud. Mais au lieu de suivre la grande rue, il tourna derrière le château, gagna une espèce de ruelle fort écartée, et se trouva bientôt en face du pavillon indiqué. Il était situé dans un lieu tout à fait désert. Un grand mur, à l'angle duquel était ce pavillon, régnait d'un côté de cette ruelle, et de l'autre, une haie défendait contre les passants un petit jardin au fond duquel s'élevait une maigre cabane. Il était arrivé au rendez-vous, et comme on ne lui avait pas dit d'annoncer sa présence par aucun signal, il attendit. Nul bruit ne se faisait entendre. On eût dit qu'on était à 100 lieues de la capitale. D'Artagnan s'adossa à la haie après avoir jeté un coup d'œil derrière lui. Par-delà cette haie, ce jardin et cette cabane, un brouillard sombre enveloppait de ses plis cette immensité où dort Paris, vide, béant, immensité où brillaient quelques points lumineux, étoiles funèbres de cet enfer. Mais pour D'Artagnan, tous les aspects revêtaient une forme heureuse, toutes les idées avaient un sourire, toutes les ténèbres étaient diaphanes. L'heure du rendez-vous allait sonner. En effet, au bout de quelques instants, le beffroi de Saint-Cloud laissa lentement tomber 10 coups de sa large gueule mugissante. Il y avait quelque chose de lugubre à cette voix de bronze qui se lamentait ainsi au milieu de la nuit. Mais chacune de ces heures qui composaient l'heure attendue vibrait harmonieusement au cœur du jeune homme. Ses yeux étaient fixés sur le petit pavillon situé à l'angle du mur et dont toutes les fenêtres étaient fermées par des volets, excepté une seule du premier étage. À travers cette fenêtre brillait une lumière douce qui argentait le feuillage tremblant de 2 ou 3 tilleuls qui s'élevaient, formant groupe en dehors du parc. Évidemment, derrière cette petite fenêtre, si gracieusement éclairée, la jolie madame Bonacieux l'attendait. Bercé par cette douce idée, D'Artagnan attendit de son côté une demi-heure sans impatience aucune, les yeux fixés sur ce charmant petit séjour dont il apercevait une partie de plafond aux moulures dorées, attestant l'élégance du reste de l'appartement. Le beffroi de Saint-Cloud
sonna 10 heures et demie. Cette fois-ci, sans que d'Artagnan comprît pourquoi, un frisson courut dans ses veines. Peut-être aussi le froid commençait-il à le gagner et prenait-il pour une impression morale une sensation tout à fait physique. Puis l'idée lui vint qu'il avait mal lu et que le rendez-vous était pour 11 heures seulement. Il s'approcha de la fenêtre, se plaçant dans un rayon de lumière, tira sa lettre de sa poche et la relut. Il ne s'était pas trompé, le rendez-vous était bien pour 10 heures. Il alla reprendre son poste, commençant à être assez inquiet de ce silence et de cette solitude. 11 heures sonnèrent. D'Artagnan commença à craindre véritablement qu'il ne fût arrivé quelque chose à mme Bonacieux. Il frappa 3 coups dans ses mains, signal ordinaire des amoureux. Mais personne ne lui répondit, pas même l'écho. Alors il pensa avec un certain dépit que peut-être la jeune femme s'était endormie en l'attendant. Il s'approcha du mur et essaya d'y monter, mais le mur était nouvellement crépi, et d'Artagnan se retourna inutilement les ongles. En ce moment il avisa les arbres, dont la lumière continuait d'argenter les feuilles, et comme l'un d'eux faisait saillie sur le chemin, il pensa que du milieu de ces branches son regard pourrait pénétrer dans le pavillon. L'arbre était facile. D'ailleurs, d'Artagnan avait 20 ans à peine, et par conséquent se souvenait de son métier d'écolier. En un instant il fut au milieu des branches, et par les vitres transparentes ses yeux plongèrent dans l'intérieur du pavillon. Chose étrange, et qui fit frissonner d'Artagnan de la plante des pieds à la racine des cheveux, cette douce lumière, cette calme lampe éclairait une scène de désordre épouvantable. Une des vitres de la fenêtre était cassée, la porte de la chambre avait été enfoncée et à demi brisée, pendait à ses gonds. Une table qui avait dû être couverte d'un élégant souper gisait à terre. Un flacon en éclats, les fruits écrasés, jonchaient le parquet. Tout témoignait dans cette chambre d'une lutte violente et désespérée. D'Artagnan crut même reconnaître au milieu de ce pêle-mêle étrange des lambeaux de vêtements et quelques taches sanglantes maculant la nappe et les rideaux. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait savoir s'il ne trouverait pas d'autres traces de violence. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarquée d'abord, car rien ne le poussait à cet examen, que le sol, battu ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture, qui paraissait venir de Paris, avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin d'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouva près du mur un gant de femme déchiré. Cependant ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ces gants parfumés comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que d'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlait sur son front. Son cœur était serré par une horrible angoisse, sa respiration était haletante. Et cependant il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec mme Bonacieux, que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon, qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui dans certaines occasions s'empare de tout notre être et qui nous crie par tout ce qui est destiné chez nous à entendre qu'un grand malheur plane sur nous. Alors d'Artagnan devint presque insensé. Il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les 7 heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme
enveloppé d'une mante noire, qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être reconnue. Mais justement, à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande, et il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Il y avait alors, comme aujourd'hui, une foule de jeunes et jolies femmes qui venaient à Saint-Cloud et qui avaient intérêt à ne pas être vues, et cependant d'Artagnan ne douta point un instant que ce ne fût mme bonacieux qu'avait remarqué le passeur. D'Artagnan profita de la lampe qui brillait dans la cabane du passeur pour relire encore une fois le billet de mme bonacieux et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que le rendez-vous était bien à Saint-Cloud et non ailleurs, devant le pavillon de m d'Estrées, et non dans une autre rue. Tout concourait à prouver à d'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point et qu'un grand malheur était arrivé. Il reprit le chemin du château tout courant. Il lui semblait qu'en son absence quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle était toujours déserte, et la même lueur calme et douce s'épanchait de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu, et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus la haie, et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit à l'intérieur, bruit craintif, et qui semblait trembler lui-même d'être entendu. Alors d'Artagnan cessa de frapper et pria, avec un accent si plein d'inquiétude et de promesse, d'effroi et de cajolerie, que sa voix était de nature à rassurer le plus peureux. Enfin, un vieux volet vermoulu s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla, et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de d'Artagnan. Cependant, si rapide qu'eût été le mouvement, d'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. Au nom du ciel, dit-il, écoutez-moi. J'attendais quelqu'un qui ne vient pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs? Parlez. La fenêtre se rouvrit lentement, et la même figure apparut de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire, au nom près. Il dit comment il avait rendez-vous avec une jeune femme devant ce pavillon, et comment, ne la voyant pas venir, il était monté sur le tilleul, et, à la lueur de la lampe, il avait vu le désordre de la chambre. Le vieillard l'écouta attentivement, tout en faisant signe que c'était bien cela. Puis, lorsque d'Artagnan eut fini, il hocha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. Que voulez-vous dire? S'écria d'Artagnan. Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous. Oh, monsieur, dit le vieillard, ne me demandez rien, car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement, il ne m'arriverait rien de bon. Vous avez donc vu quelque chose? Reprit d'Artagnan. En ce cas, au nom du ciel, continua-t-il en lui jetant une pistole, dites, dites ce que vous avez vu, et je vous donne ma foi de gentilhomme que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur. Le vieillard lut tant de franchise et de douleur sur le visage de d'Artagnan qu'il lui fit signe d'écouter et qu'il lui dit à voix basse: il était 9 heures à peu près. J'avais entendu quelque bruit dans la rue et je désirais savoir ce que ce pouvait être, lorsqu'en m'approchant de ma porte je m'aperçus qu'on cherchait à entrer. Comme je suis pauvre et que je n'ai pas peur qu'on me vole, j'allai ouvrir et je vis 3 hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre était un carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux 3 hommes qui étaient vêtus en cavaliers. Ah, mais bon monsieur, m'écriai-je, que demandez-vous? Tu dois avoir une échelle, me dit celui qui paraissait le chef de l'escorte. Oui, monsieur,
celle avec laquelle je cueille mes fruits. Donne-nous-la, et rentre chez toi. Voilà un écu pour les dérangements que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras, quelque menace que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. À ces mots, il me jeta un écu, que je ramassai, et il prit mon échelle. Effectivement, après avoir refermé la porte de la haie derrière eux, je fis semblant de rentrer à la maison, mais j'en sortis aussitôt par la porte de derrière, et me glissant dans l'ombre, je parvins jusqu'à cette touffe de sureau du milieu de laquelle je pouvais tout voir sans être vu. Les trois hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquinement vêtu de couleur sombre, lequel monta avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre, redescendit à pas de loup et murmura à voix basse: c'est elle. Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon, l'ouvrit avec une clef qu'il portait sur lui, referma la porte et disparut. En même temps, les deux autres hommes montèrent à l'échelle. Le petit vieux demeurait à la portière. Le cocher maintenait les chevaux de la voiture et un laquais les chevaux de selle. Tout à coup, de grands cris retentirent dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle aperçut les deux hommes, elle se rejeta en arrière. Les deux hommes s'élancèrent après elle dans la chambre. Alors je ne vis plus rien, mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise. La femme criait et appelait au secours. Mais bientôt ses cris furent étouffés. Les trois hommes se rapprochèrent de la fenêtre, emportant la femme dans leurs bras. Deux descendirent par l'échelle et la transportèrent dans la voiture, où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon ferma la croisée, sortit un instant après par la porte et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses deux compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquais reprit sa place près du cocher, le carrosse s'éloigna au galop, escorté par les trois cavaliers, et tout fut fini. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu, rien entendu. D'Artagnan, écrasé par une si terrible nouvelle, resta immobile et muet, tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. Mais mon gentilhomme, reprit le vieillard, sur lequel ce muet désespoir causait certes plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes. Allons, ne vous désolez pas, ils ne vous l'ont pas tué, voilà l'essentiel. Savez-vous à peu près, dit d'Artagnan, quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition? Je ne le connais pas. Mais puisqu'il vous a parlé, vous avez pu le voir? Ah, c'est son signalement que vous me demandez? Oui. Un grand sec, basané, moustache noire, l'œil noir, l'air d'un gentilhomme. C'est cela, s'écria d'Artagnan. Encore lui, toujours lui. C'est mon démon à ce qu'il paraît. Et l'autre? Lequel? Le petit. Oh, celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas l'épée, et les autres le traitaient sans aucune considération. Quelques laquais, murmura d'Artagnan. Ah, pauvre femme, qu'en ont-ils fait? Vous m'avez promis le secret, dit le vieillard. Et je vous renouvelle ma promesse, soyez tranquille. Je suis gentilhomme. Un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. D'Artagnan reprit, l'âme navrée, le chemin du bac. Tantôt, il ne pouvait croire que ce fût Mme Bonacieux, et il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt, il craignait qu'elle n'eût eu une intrigue avec quelque autre, et qu'un jaloux ne l'eût surprise et fait enlever. Il flottait, il se désolait, il se désespérait. Oh, si j'avais là mes amis, s'écriait-il, j'aurais au moins quelque espérance de la retrouver. Mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes? Il était minuit à peu près. Il s'agissait de retrouver Planchet. D'Artagnan se fit ouvrir successivement
tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux il ne retrouva Planchet. Au sixième, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan n'avait donné rendez-vous à son laquais qu'à 6 heures du matin, et quelque part qu'il fût, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au sixième cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée, et quoiqu'il écoutât de toutes ses oreilles, il n'entendit, au milieu des jurons, des lazzi et des injures qu'échangeaient entre eux les ouvriers, les laquais et les rouliers qui composaient l'honorable société dont il faisait partie, rien qui pût le mettre sur la trace de la pauvre femme enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille, par le désœuvrement et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait 20 ans, on se le rappelle, et à cet âge, le sommeil a des droits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers 6 heures du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire. Il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler, et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquais le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête Planchet qui, 2 chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne devant lequel D'Artagnan était passé sans même soupçonner son existence. Chapitre 24.